Et en ce moment, je suis aussi dans ma période Lara Fabian, qui revient dans mon cœur. Tu sais que si tu m'avais dit ça, j'aurais pu t'avoir un petit message de Lara Non, Fabian. arrête. Bah si, mais tu me l'as pas dit. Tu me brises le cœur. Dans cet épisode de la Quinterview. Vous avez un nouveau message. Hier, à 16h59. Coucou Élisée, c'est Lara. Et bonne Quinterview. La Quinterview. Yeah. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui s'est trouvée au moment où on lui a dit elle avait une belle voix. En plus du drag, il est chanteur d'opéra et conférencier. Il arrive même à passer tout ça au mixeur et à accumuler toutes ses facettes en même temps lors de visites chantées. Pour cette interview, nous sommes au Théâtre du Châtelet, dans le salon Juliette Gréco. Bienvenue pour ta Quinterview, Élisée Moon. Merci. Comment ça va ? Très bien, un peu fatigué parce que pour le contexte quand même, je viens de faire une visite chantée, je viens de chanter et parler pendant 1 heure. Donc je suis un peu dans le moment down, genre l'adrénaline qui redescend. Je ne sais pas ce que je vais dire dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Bah on verra bien. Ça sera la faute de l'adrénaline. Exactement, oui, parce que je viens de participer à une visite chantée depuis le Théâtre du Châtelet où on est allé de pièce en pièce, mais on va en parler, tu vas nous parler de tout ça et comment tu as créé ça. Mais du coup, une Quinterview depuis le Théâtre du Châtelet, ça n'arrive pas à tout le monde. Avant de commencer, quels sont tes pronoms, comment je m'adresse à toi ? Disons le plus souvent out of drag il, même si c'est assez vague, et le plus souvent en drag elle, même si c'est assez vague aussi. Globalement, est-ce que ça serait vague ? Globalement, c'est super vague. Eh ben, vaguement, dans un premier temps, on va parler de Grégoire, avant de parler avec Élisée Moon. Où est-ce que tu as grandi ? Quelles sont tes origines ? Ah oui, et si ça résonne beaucoup, c'est qu'on est dans le salon Juliette Gréco. C'est haut de plafond, c'est hyper dur à chauffer. Voilà, et donc ça résonne. Pardon. Vraiment navré. Vraiment désolé d'être au Théâtre du Châtelet, pardon. Sorry, not sorry. Où est-ce que j'ai grandi ? J'ai grandi à Paris, je suis né à Paris et j'ai vécu à Paris toute mon enfance, mon adolescence et même mes études post-bac. C'est sûr que j'ai grandi dans un cadre assez favorable pour... aller au musée, aller au spectacle, aller à l'opéra, écouter de la musique, lire des livres. Et donc ça, c'est sûr que c'est un contexte assez privilégié. Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie ? Je ris d'avance. Mes parents sont psys, les deux, c'est pour ça que je suis folle. Mais je les aime beaucoup, malgré tout. Et alors, sans comparaison, mais c'est comment de grandir avec des parents psy ? Je pense que la différence n'est pas majeure par rapport à d'autres parents. Je pense que c'est peut-être des parents qui sont un peu plus réflexifs dans leur éducation, qui vont beaucoup penser à leur éducation, en discuter, voilà. Mais de là à ce que forcément ça veut dire qu'ils font toujours les bons choix et que ça se passe mieux ou je sais pas quoi, je suis pas forcément sûr. C'est peut-être ça qui ferait une différence, mais je pense que comme tous les parents, ils ont été des bons et des mauvais parents selon les époques et selon les situations. Du coup, c'est comme ça qu'on termine drag queen, chanteur d'opéra et guide conférencier. Voilà. Somme toute, une trajectoire assez normale. Ouais. C'est comme ça qu'on est dans le doute, dans le flou et dans le vague. Et alors, à la maison, c'était quel environnement un peu culturel ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce qu'on écoutait ? Qu'est-ce qu'on regardait ? Alors, mes 2 parents ont des pratiques artistiques amateurs. Mon père peint, mais aussi il coud, il
fait plein de choses, quoi. Il est très doué. Et ma mère a longtemps joué de la guitare classique. Donc quand j'étais enfant, j'entendais ma mère s'exercer, jouer différents morceaux de guitare. Je lui demandais qu'elle rejoue, enfin on lui demandait avec mon grand frère de rejouer tel ou tel morceau qu'on préférait. Donc on a quand même si c'est absolument pas leur métier, baigné dans ça. La musique, ça t'a tout de suite inspiré? Ça t'a tout de suite un peu plu? Ou c'était quelque chose qui existait, qui faisait partie du quotidien et qui n'a pas plus d'importance que ça? J'ai fait de la musique très très tôt, à l'éveil musical vraiment dans mes premières années. Puis j'ai appris le solfège, à lire les notes à partir de 5 ans, relativement tôt. J'ai fait du piano à partir de 5 ans, mais en vrai, toutes ces étapes-là, je dirais pas que ça m'ait absolument convaincu. J'étais pas à fond, ça me faisait même assez chier, pour tout vous dire. Monsieur Bip, c'est bien ça votre nom? Exactement. Voilà. J'arrivais pas à m'y mettre, ça m'embêtait complètement de devoir travailler le piano et tout. Et jusqu'au moment où le chant est arrivé dans ma vie. Et là, franchement, c'est un vrai tournant. Parce que là, c'était sûr que la musique, que la voix, que le chant, ça allait devoir être à la première place dans ma vie future. Et l'école, alors, ça se passait comment? L'école, en termes de résultats, très bien. En termes d'atmosphère, je dirais primaire, super. J'avais plein d'amis. Collège, plus difficile, mais je crois qu'à entendre beaucoup de témoignages de personnes queer, le collège, c'est pour beaucoup une période très difficile et ça l'a été pour moi au moins les premières années du collège. J'étais en 6e à ce moment-là, le moment où moi je découvrais mon homosexualité et en parallèle, il faut quand même se rendre compte que déjà découvrir sa propre homosexualité dans un contexte qui est celui de la société dans laquelle on vivait il y a quelques années, ça reste difficile. Et qu'on est plein d'angoisse, de doutes, de peur. Mais ce qui n'a pas aidé, c'est que en parallèle, les garçons, c'était majoritairement les garçons de la classe, étaient, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient violents, agressifs, et même que j'ai subi je pense que je dirais aujourd'hui une forme de harcèlement scolaire. Au moins en 6e et en 5e, quoi. Donc des insultes, beaucoup d'insultes, ouais. Et tu réussissais à en parler ou est-ce qu'il y a eu des échanges qui t'ont permis de te sortir de ce genre de situation-là? Alors, ce qui est assez terrible, je trouve, c'est que je réussissais un peu à en parler, très difficilement. Je pense que je donnais pas de détails, que je disais pas exactement le nom des personnes qui me faisaient ça. Je donnais pas les exemples parce que c'est très humiliant, ou ça paraît très humiliant à la personne qui subit ces insultes que de répéter ces mêmes insultes à des adultes. Mais j'en ai un peu parlé avec mes parents, semble-t-il, qui voyaient en tout cas que j'avais du mal à retourner en classe parfois alors que j'étais un très bon élève. J'avais même eu un rendez-vous, il me semble, avec le prof principal de ma classe en 6e. Mais ce que je trouve terrible, c'est que ça n'a vraiment eu aucune influence positive. C'est-à-dire que ça a continué. Donc il y a quelque chose là dans cette situation-là qui n'a pas été réglée alors qu'elle aurait dû l'être. Tes parents, tu penses qu'ils auraient pu se rendre compte de quelque chose ou est-ce qu'ils n'ont pas forcément posé les bonnes questions ou est-ce qu'ils t'ont pas écouté de la bonne façon ou peut-être pas forcément tes parents mais de manière peut-être un peu plus large les adultes? Alors, mes parents, pour le coup, je crois qu'ils avaient franchement conscience de mon mal-être à ce moment-là, qu'ils ont essayé avec les outils qu'ils pensaient avoir à l'époque de faire et que à partir du moment où tu préviens l'équipe éducative du collège, tu dis que tu as fait ton rôle et que après c'est des choses qui se passent en classe, tu peux pas non plus en tant que parent rentrer dans la salle de classe et punir les élèves ou je sais pas. En revanche, je pense que dans le milieu scolaire, là il y a eu des failles. Et dans mon cas, comme dans bien d'autres cas, c'est-à-dire c'est quand même des situations qui sont jugées comme normales ou qui l'étaient par beaucoup de profs, de pions, de CPE, de chefs d'établissement. Oh, c'est normal, ils se chamaillent, ou à cet âge, c'est normal un peu de s'insulter, de s'invectiver. Alors que c'est vraiment du harcèlement et que ça peut avoir des conséquences graves. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, conseiller, que ce soit aux adultes, aux jeunes parents ou au personnel éducatif, selon toi? Je pense que j'aurais aimé qu'on m'écoute,
mais qu'on prenne le temps de m'écouter. C'est-à-dire pas seulement « Ah, t'as des problèmes ». Parce qu'en gros, les deux réponses principales qui se veulent pseudo-efficaces, c'est soit « Ah, il faut que tu sois plus courageux et que tu leur casses la gueule ». Donc soit même être plus violent et agressif, soit fais comme si ça te faisait rien, ils sont bêtes, ils ne sont rien pour toi, ils méritent pas de te toucher comme ça. Alors, faut savoir qu'aucune de ces deux solutions ne fonctionne, en tout cas pas pour les gens qui sont constitués comme moi psychologiquement, peut-être que chez d'autres ça marcherait. Donc c'est des très mauvaises solutions. En plus, c'est une façon de rendre responsable la personne qui est harcelée, qui elle-même devrait trouver la solution d'une situation dont elle n'est pas l'auteur ou l'autrice, quoi. Donc ça, ensuite, je pense, voilà, être écouté et dans la longueur et en laissant les silences, les doutes, en essayant essayer de demander plus de détails, mais si ça prend du temps, reposer des questions plus tard. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est difficile, je crois, pour les enfants ou les ados à ces âges-là. Et l'idée de directement avoir une réponse un peu comme ça, mais t'as qu'à leur casser la gueule ou t'as qu'à juste faire comme si de rien n'était, ils sont bêtes. Je pense que c'est pas efficace et surtout, moi, je me suis pas senti suffisamment entendu, écouté. J'ai pas eu le temps presque. C'est comme si ce temps-là n'avait pas complètement existé. Donc en gros, si on pouvait peut-être filer un petit tips aux nouveaux adultes, nouveaux parents, personnel éducatif qui peut nous écouter, c'est peut-être écoutez, prenez le temps. N'imposez pas vos choix, vos envies, vos propres aspirations ou angoisses ou ce que vous auriez fait à leur place parce que tout le monde n'est pas à votre place. Mais juste écouter, parfois, une écoute active, pas une écoute active plus conseil, juste une écoute active, parfois peut aussi peut-être faire du bien et aider à se sortir de cette situation-là aussi, à se dire peut-être que je suis pas si seul que ça et que je suis entendu. Et puis, du côté vraiment éducatif, pédagogique au collège, quand on est un professionnel, un adulte, notre rôle est de protéger les enfants. Et donc, ne jamais oublier où se place la responsabilité et que c'est pas les enfants de 10, 12 ans qui eux-mêmes vont se faire justice, vont se protéger parce qu'ils n'en ont pas les moyens, pas les codes, pas les outils et qu'ils sont vulnérables par essence et que le rôle de ces adultes dans ces institutions, c'est de tout faire pour protéger les enfants et de pas penser qu'une insulte, ça n'est rien. Parce que c'est quelque chose qui peut avoir vraiment des conséquences importantes sur les personnes qui les subissent. Comment t'as découvert ta voix et comment t'as découvert le chant ? Alors, en gros, à la fin du CM2, j'avais une prof de musique à l'école primaire qui s'appelait Isabelle et que j'adorais. Et moi, j'adorais chanter déjà. Mais ce jour-là, elle m'a fait un compliment sur ma voix et ça m'a touché plus que j'aurais pu l'imaginer. Vraiment, à ce moment-là, et avec ce compliment, il s'est passé quelque chose qui s'est comme cristallisé dans le chant et l'envie de chanter. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que j'aimais, qui m'était propre, qui venait de moi et seulement de moi, que je faisais bien et qui pouvait me faire mériter les regards, les applaudissements, les compliments. C'était très narcissisant, c'est-à-dire que ça faisait vraiment du bien de me rendre compte de ça. Et donc, je me suis mis à fond à partir de ce moment-là dans le chant. Dès l'année suivante, donc dès la 6e, je suis rentré au conservatoire du 13e arrondissement dans le chœur d'enfants. Et ensuite, j'ai jamais arrêté, enfin, sauf au moment de la mue, mais c'est une autre histoire. Mais en gros, à partir de ce moment-là, dès ce déclic-là, j'ai su que j'allais en faire mon métier. Je suis bon dans quelque chose. C'est quoi la phrase que tu te disais ? Alors, je pense qu'il y a deux facteurs simultanés. Okay. Si on veut analyser de façon un peu théorique. Analysons. Les gens adorent ça. C'est pour ça qu'ils reviennent. Ils adorent les analyses comme ça, un peu de comptoir, où t'es comme ça, accoudé, et tu dis René, remets-moi une Suze. Les gens, ils adorent. Je pense qu'il y a eu deux choses simultanées qui m'ont conduit à vraiment me mettre comme ça à gripper le chant comme ça, comme une bouée de sauvetage. C'est d'un côté le fait que ça me fasse me sentir très bien parce qu'on me faisait des compliments et que moi j'y voyais un moyen de m'exprimer individuellement. Il y avait quelque chose qui était de moi à moi et que j'arrivais à bien faire.
Et d'un autre, le fait que justement j'allais mal, au collège en particulier, où je me sentais pas entendu, très frustré et que je subissais des formes de violence. Et justement, le côté bouée de sauvetage, c'est-à-dire il y a eu les deux, quelque chose de positif et quelque chose de toute façon, c'est la seule façon que j'ai de me sauver là maintenant avec les outils que j'ai. Donc t'as pas le genre d'histoire de personne qu'on a l'habitude d'avoir, c'est je chantais depuis le ventre de ma mère. Non, pas trop. Où j'ai toujours chanté. Je chantais avant de parler. C'est mes histoires préférées. Donc non, on n'est pas dans... non, après, je crois qu'il paraît que même quand j'étais très petit, il y a des scènes non pas où moi je chantais forcément, mais j'étais très facilement émerveillé par les voix. Donc, il y a une vidéo même de moi, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans, où mon grand-père et ses frères étaient en train de chanter une prière juive, je sais plus quelle fête c'était. Et les prières juives, en général, elles sont chantées, c'est des mélodies qui sont très belles, enfin qui dépendent des zones géographiques, mais en l'occurrence, c'était les versions algériennes. Et il y a une vidéo où vraiment, j'ai la bouche grande ouverte, où juste je les écoute et que je les regarde, et je trouve incroyable leur voix et ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, j'avais sans doute une certaine sensibilité de ce côté, mais voilà. Rapidement, tu te diriges vers l'opéra ou ça prend un peu de temps? T'es d'abord sur de la pop, variété française, tout ça? Alors, quand tu rentres au conservatoire, de toute façon, le répertoire que tu chantes, c'est de la musique dite classique, donc ce qui s'apparente plus ou moins à l'opéra. Mais moi, même à ce moment-là, au moment où je me dis je vais être chanteur, je sais juste que je vais être chanteur. Mais ça reste quand même, au moins pendant quelques mois, flou pour moi, la frontière claire entre le chant de variété pop et le chant d'opéra. Et donc, l'idée pour moi, c'était de devenir chanteur et pas forcément sous quelle forme. Et j'ai un souvenir dont je parle absolument jamais parce que j'ai une sorte de trace de la honte que j'avais au moment de cette scène. Parfois, on a ça. Je devais être justement en 5e, donc on est dans les mêmes années. Et où je me dis, ah merde, je vais pas pouvoir devenir chanteur de variété. Parce que les chanteurs de variété, on connaît leur vie privée. Leur vie privée, elle est dans les magazines, donc on sait qui est en couple avec qui, nanana. Or, j'étais en train de découvrir, et là en 5e, c'était quand même très clair pour moi déjà, mon homosexualité. Et donc, ça me paraissait absolument impossible que ça se sache. La vie privée était étalée dans les journaux People et donc, tout. C'était hyper risqué. Et donc, je me souviens que la fin de cette réflexion-là, j'étais dans un trajet de voiture entre la Bretagne et Paris, et la fin de cette réflexion en moi-même, c'était bon, donc quand même le plus prudent, c'est chanteur d'opéra. Oui, parce qu'on les connaît pas et du coup on connaît pas leur vie privée. Exactement. Okay. Alors c'est absolument caricatural, et par ailleurs je sais maintenant qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont joué dans le fait que je sois devenu chanteur d'opéra et pas chanteur de variété. Mais ça a sans doute été un de ces facteurs, parce que je me souviens vraiment très fort de ce souvenir-là. C'est incroyable comment le sentiment de honte a pu créer une vie, une carrière et une trajectoire. Absolument. Après, maintenant, je pense, et c'est peut-être pas pour rien que ce souvenir me revient maintenant, il me revient à un moment où justement, mais on en parlera plus tard, mais je suis à un moment de ma carrière où tout ça, c'est bien loin, et où je fais absolument ce que je veux, que professionnellement, artistiquement, je suis plus libre que jamais, et que là, pour le coup, je pourrais être sur les magazines et voilà quoi. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça, et on peut pas dire que que ma pratique artistique est de l'ordre du secret ou des choses cachées, quoi. Tu parlais de honte. Tu peux me parler de ce prof d'art plastique? Il s'est passé quoi avec lui? Parce que vraiment dans les anecdotes de type / pourri. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Celle-ci ouais, aussi. Voilà. J'adore. En fait, ça va être un podcast sur genre la honte. Vous allez adorer. La honte. Je m'humilie au micro. Mais non, mais en fait, non, j'ai dépassé tout ça. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui ont vécu ces petits moments-là et qui font du mal, qui blessent et qui laissent une certaine empreinte. Ouais.
c'est clair. Alors, parlons de ce prof. Et en plus de ça, c'est aussi pour potentiellement que des personnes écoutent, tombent dessus et se disent « Ah, je pensais pas mal faire au moment où je l'ai fait, mais peut-être que maintenant, je ferai différemment. » C'est aussi à ça que servent, de manière générale, ces interviews-là. C'est se dire « Ah, j'ai peut-être mal agi sans m'en rendre compte. » Parce que je pense pas... Bon, bref, on va parler je pense qu'il était assez bien intentionné, ce prof. L'histoire, sans vraiment la raconter. C'est décousu, c'est vague. On a dit que c'était très vague, aujourd'hui c'est très vague. Donc ce prof d'art plastique en 3e, au début de l'année, comme c'est souvent le cas, je sais pas s'ils font encore ça les profs, mais il demandait d'écrire à toute fin de la fiche de présentation le métier rêvé. Et donc moi j'avais mis chanteur d'opéra. Et quelques mois plus tard, je vais oublier déjà que j'avais mis ça, parce que bon bref, quelques mois plus tard, il vient me voir, alors que j'étais, donc on était assis par table, par 4 ou 6, je sais pas quoi, les tables elles étaient rapprochées. Il vient me voir et il dit devant tout le monde, « Ah, et donc toi, Grégoire, tu veux toujours devenir chanteur d'opéra ?» Et donc scène ultra gênante, parce que chanteur d'opéra, dans ce contexte-là, en tout cas, dans ce collège-là et à cet âge-là, c'était la honte, c'était très féminin, entre mille guillemets, c'était pas une activité de garçon, c'était un truc de PD, ce qui est un peu vrai, mais bon. Mais c'est pour ça que c'est bien. On a perdu Bip. Vous me faites rire. Je sais. Bip, vous m'avez déconcentré. Vous faites des blagues et après je ris, après c'est de ma faute, vraiment. Hein. Donc, voilà. Arrêtez donc, bref, les blagues. C'était quelque chose de honteux, globalement. Et de pas du tout valorisant. On pense au castrat, voilà, pense... c'est ça. C'était l'anti-virilité absolue et c'était pas du tout valorisant. Et du coup, j'ai dû mentir au prof d'art plastique devant lui et devant mes camarades, alors même que le prof d'art plastique savait très bien que je lui mentais puisqu'il l'avait lu et que moi-même je savais que j'étais en train de mentir à tout le monde, quoi. Ça a été très très gênant comme scène parce qu'en plus je l'aimais bien, ce prof d'art plastique, il voulait pas mal faire, donc j'étais tiraillé entre l'humiliation qu'il me dise ça, entre le fait que j'étais en train donc de renier la vraie chose qui me faisait vibrer à ce moment-là, qui était devenir chanteur d'opéra, et aussi mentir à un prof qui était plutôt très sympa avec moi, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les profs, quoi. Donc c'était une scène assez désagréable. Évitons. Quand on sent que la personne dit non, c'est non. Oui, on n'insiste pas, quoi. Quand on réussit à trouver quelque chose pourquoi en effet, quand la mue arrive, un monde s'effondre. Un monde s'effondre, littéralement. Et ça peut paraître ultra ridicule parce qu'il y a des problèmes bien plus graves dans la vie. Mais là où j'en étais, en tout cas moi psychologiquement dans ma vie, où ça allait très mal au collège et donc plus globalement j'allais mal. J'avais trouvé le chant pour me sauver, en gros. Dès la fin de la première année, donc j'ai mué très jeune. La fin de la 6e, j'ai commencé à muer et du coup j'étais avec une chef de chœur au conservatoire du 13e qui était très rigoureuse, on va dire, sur la protection des voix au moment de la mue. Donc elle m'a dit, jusqu'à la fin de ta mue, tu ne chanteras pas, quoi. Ça a été terrible pour moi. Une grande frustration. Je me suis senti très mal, très triste. Toutes les fins d'année, parce que ça a duré donc 2 ans, chaque fin d'année, je retournais la voir pour lui demander, pour espérer qu'elle me dise que là c'était bon. Entre-temps, du coup, j'ai commencé à clarinette, que j'ai continué ensuite pendant des années, mais j'adore la clarinette et ça reste pour moi un des instruments dont je me sens le plus proche, mais c'est vraiment c'est la frustration pour moi, cet instrument, c'est-à-dire c'était ma façon de ne pas chanter, mais de faire quand même de la musique. Donc c'est une sensation assez inconfortable et même d'assez grande tristesse, quoi. Au collège, c'est vraiment opéra, ou t'as quand même aussi un petit goût pour la variété en général? Alors vraiment les deux. D'un côté, je vais avec mes parents et en particulier avec mon père qui adore l'opéra, très régulièrement à l'opéra. À partir de mon année 4e, je crois, on avait un abonnement à l'Opéra de Paris. Donc moi, j'ai eu, pour le coup, c'est vraiment privilégié. J'ai vu au moins une dizaine d'opéras tous les ans
pendant 10-15 ans. Enfin, c'est vraiment énorme. Avec mon père, et ça c'est incroyable, et ça a fait aussi une bonne partie de ma culture d'opéra à part mes études. Mais moi, mes premières idoles, à part justement Maria Callas, c'est Céline Dion et Hélène Ségara, quoi. Et ça aussi, je pense que on parlait du fait que mon homosexualité, la honte par rapport à mon homosexualité m'avait fait pencher plus du côté de l'opéra que de la variété. Mais je pense qu'il y a un autre facteur qu'on voit ici, qui est que venant d'une famille plutôt aisée, bourgeoise, très friande de culture dite légitime, opéra, littérature, théâtre, Céline Dion et Hélène Ségara, ça fait cheap, quoi. T'es allé voir Hélène Ségara en concert? Oui, à l'Olympia. Oh là en là. 6e, j'ai adoré. Elle a chanté quoi? Elle, tu l'aimes? Elle a chanté Elle, tu l'aimes. Bah, tout ça, son deuxième album, tu sais, j'adore. Non, mais un jour dans ma vie, je la rencontrerai. Et en ce moment, je suis aussi dans ma période Lara Fabian, qui revient dans mon cœur. Tu sais que si tu m'avais dit ça, j'aurais pu t'avoir un petit message de Lara non, Fabian. Arrête. Bah si, mais tu m'as pas dit. Tu me brises le cœur. Vous avez un nouveau message. Hier, à 16h59. Coucou Élisée, c'est Lara. J'ai appris que j'avais été une inspiration pour toi. Et ça me touche vraiment beaucoup. J'ai une tendresse toute particulière sur le drag et sur les drag queens. Je sais ce que ça veut dire de franchir ce pas et de s'aimer suffisamment pour être soi. Alors je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans ton drag en tant que chanteuse, chanteur d'opéra. Et bonne Quinterview. Et merci beaucoup à Lara Fabian pour cette surprise. L'épisode reprend normalement. Comment tu t'es dirigé en fait vers la suite de ta vie et vers une formation Alors, je pense que c'est à la fois parce que j'étais curieux de plein d'autres choses que de juste la voix, même si quand même le truc le plus important et de loin pour moi c'était chanter. J'avais envie d'apprendre énormément de choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que finalement j'ai fait des études assez longues. J'ai commencé par une licence de musicologie à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait une licence pro de guide conférencier, dans laquelle il y a à la fois des langues étrangères, mais aussi de l'histoire de l'art, etc. Ensuite, j'ai fait un master d'histoire de l'art, de recherche en histoire de l'art à la Sorbonne, dans lequel j'ai étudié en gros les portraits des chanteuses d'opéra au XVIIIe siècle en France. En gros, donc je faisais un lien toujours entre art visuel et musique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y avait aussi la question du genre, parce que c'était les chanteuses d'opéra et pas les chanteurs. Et j'ai terminé par comment ils appellent ça? Deuxième année de second cycle. Non, j'ai vu. Bon, un diplôme de deuxième cycle de l'école du Louvre, parcours médiation culturelle, quoi. Même si rétrospectivement, ça pourrait paraître un parcours assez cohérent par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis donné les moyens et les bagages d'être légitime dans les différents domaines que j'utilise aujourd'hui professionnellement. Mais dans la réalité de ce qui s'est passé en moi au début de ces études, c'était juste, je veux devenir chanteur, mais je veux pas faire que ça. Je veux apprendre des choses qu'il y a autour. Donc d'abord la musicologie, comme ça tu apprends l'histoire de la musique, aussi un peu d'histoire de l'art. Et après tu dis, oui, mais je suis encore frustré en termes de curiosité, je veux faire plus d'histoire de l'art, donc master de recherche en histoire de l'art, et en même temps ça me donnera potentiellement une sécurité. En plus, le travail de recherche, c'est un truc qui me passionne aussi, et que je me suis rendu compte que je pouvais avoir aussi plusieurs passions, qu'il pouvait y avoir plusieurs choses qui cohabitaient dans ma vie. Donc ça s'est fait un peu en zigzag et un peu en parallèle pour arriver au point final qui a été ce dernier diplôme à l'école du Louvre. Mais c'était à la fois réfléchi et un peu en fonction de ce qui me venait. Ok. Et comment tu es arrivé à ton projet final qui est celui que tu exerces aujourd'hui et tu as créé toi-même ton métier? Alors, j'ai créé moi-même mon métier. Justement, en fait, ça s'est fait en plusieurs temps, mais quand j'ai fait ma licence professionnelle de guide conférencier, il fallait écrire un mémoire professionnel qui était
assez libre, on pouvait écrire ce qu'on voulait, c'était juste un aspect du métier de guide conférencier. Je me suis dit, quitte à écrire des dizaines de pages sur un sujet, autant que ça puisse m'intéresser, voire me servir. Et donc j'ai créé à ce moment-là, sur le papier, le concept de visite chantée que je fais aujourd'hui, comme aujourd'hui au Théâtre du Châtelet. Qui sont en gros des visites guidées dans des lieux patrimoniaux, musées, monuments, salles de spectacle, au cours desquels je donne des explications, mais aussi je chante des morceaux ponctuellement tout au long de la visite qui sont en lien avec ce que je suis en train d'expliquer, l'histoire du lieu, les œuvres, les artistes, les dates clés, etc. Et donc je l'avais créé que sur le papier, dans ce mémoire, sans aucune certitude que ça verrait le jour dans la réalité, quoi. Et finalement, quelques années plus tard, quand j'ai fini l'école du Louvre, il fallait qu'on fasse un stage. Et donc, j'ai contacté plusieurs musées et un des musées, le musée du Luxembourg, m'a répondu dans ma lettre de motivation. Je parlais de ce concept de visite chantée, mais franchement, je pensais pas que ça allait intéresser une institution. C'était plus pour un peu montrer mon profil, que j'avais des idées comme ça. Mais là, c'était un stage dans un cadre un peu différent et j'allais pas créer. Bref. Toujours est-il qu'ils m'ont répondu en me disant qu'ils ne cherchaient pas de stagiaire cette année-là, mais qu'en revanche, ils étaient très intéressés par mon concept de visite chantée et qu'ils me donnaient rendez-vous 2 semaines plus tard. Et ça a donné naissance à mes toutes premières visites chantées au musée du Luxembourg dans l'exposition Rubens Portrait Princier. Et depuis, j'ai pu en faire dans plein d'endroits. En fait, ça s'est développé vite, voire très vite, après mes premières dates au musée du Luxembourg. J'en ai fait au Panthéon à Paris, j'en ai fait au musée du Louvre, j'en fais toujours à la basilique Saint-Denis, au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge. J'en ai fait au musée Cognac-G, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. J'en oublie plein, mais en tout cas, j'en fais pas seulement à Paris. Là, je donne des exemples de Paris et de région parisienne, mais j'en ai fait. J'habite à Lille, donc en fait, j'en ai fait aussi à Roubaix, à la Villa Cavrois, qui est un monument magnifique. Aussi au musée de la piscine, un des plus beaux musées de France, toujours à Roubaix. Voilà, j'en fais au musée des Beaux-Arts du Mans, qui s'appelle le musée de Tessé. J'en fais au musée de l'école de Nancy, à Nancy. Donc, à plein d'endroits. Et à chaque fois, c'est de l'opéra ou c'est un mélange de plein de styles différents? C'est un mélange de plein de styles différents. Il faut vraiment s'imaginer que c'est une sorte de création de mini-spectacles sur mesure pour le lieu et en fonction des collections du lieu ou de l'histoire du lieu. Donc chaque morceau est un morceau qui est choisi spécifiquement pour cette visite chantée parce que c'est pertinent. Et du coup, en fonction de l'histoire du lieu et de ce que je veux faire, il peut y avoir des écarts en termes de style, d'époque, de musique. Il y a des morceaux complètement improbables, plutôt humoristiques. Il y a de la chanson contemporaine, de variété, quoi. Mais il y a aussi des grands airs d'opéra en fonction de ce qui me paraît le plus logique à tel moment de la visite chantée. Parce que là, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur une déambulation complète, avec un accueil, une chanson, on se déplace, on découvre un nouvel endroit, avec une explication, un contexte, une chanson, et ainsi de suite. C'est vraiment très très chouette. On a terminé dans le théâtre du Châtelet, sur la scène, et surtout, moi, la chanson que j'ai préférée aujourd'hui, c'est la chanson des Becs de Gaz. Elle est incroyable. Ça, ouais, c'est un bon exemple de what the fuck musical qu'il y a dans mes visites chantées régulièrement. Parce qu'en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais pour trouver des morceaux qui soient vraiment liés au contenu de ma visite chantée, je trouve ces morceaux après des longues recherches et la plupart du temps en bibliothèque. Donc c'est des morceaux que j'exhume d'archives en gros, qui n'ont jamais été enregistrés pour la grande majorité, donc jamais entendus, pas entendus en tout cas depuis l'époque de la publication de la partition. Et donc je tombe sur des morceaux absolument improbables. Alors je fais un tri parce qu'il y en a qui n'entrent finalement pas dans mes visites chantées, mais franchement, je rigole souvent quand je fais mes recherches de partition. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait des Becs de Gaz ?
lorsque partout on chante les rosières et leurs plumets ainsi que leur vertu, qu'on fait rager ces pauvres belles mères, et qu'en tout lieu on boit au dieu Bacchus. Pour un instant, laissez-moi, mes chers frères, chanter aussi avec quelque clarté les becs de gaz, bataillons des lumières, sans cesse en guerre avec l'obscurité. Les becs de gaz étincelants, pimpants, joyeux et pétillants, sont là dans leur grande taille. La nuit brûlant pour le soleil, par lui brillante à son réveil, ce sont les veilleurs de la rue. Table. Franchement, bravo. Merci. Full en délire. Oh, merci, Full en merci, délire. merci. Wouhou. Oh Les gens se my mettent God. nus. Non, reste habillé, reste habillé. Oh là là, les becs de gaz. Les becs de gaz. Pour moi, C'était à peu près ça tout à l'heure. Hein. c'était à peu près ça. Les gens étaient là, ils étaient Ils à étaient en fond liesse. et tout. Non. En liesse. Franchement, bravo et merci beaucoup. Pour moi, les becs de gaz, c'est un banger. Je vous remercie. Ah non, mais pour moi, il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché de la musique que les becs de gaz. J'attends les becs de gaz 2024. Ah, grave. Ah ouais. Oh, c'est beau ce que tu me dis. Bah, Je vais en faire une perf. conférencier, drag queen, oui, c'est possible, mais on y revient après. Après quoi? On se demande bien. Bah oui, après les questions de Mia. Ah, on adore Mia. Eh oui, car à la rédaction de la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale de l'extrême, rien que ça, qui s'appelle Mia. Bonjour Mia. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Ha! Accompagnée de ses parents, j'ai envie de tout faire sur un bec de gaz. Le bec de gaz. Accompagnée de ses parents, elle est sur toi. Ah non, c'est parti sur... Ouais. ouais. Bah, c'est ça la chanson. Ouais. C'était un peu Mary Bah. Poppins. Ah oui, effectivement. Accompagnée de ses parents, elle est allée enquêter sur toi, Élisée Moon. Et du coup, elle a une première question. Pourquoi tu t'appelles Élisée Moon? Oh my God, ma pauvre Mia, tu n'es pas prête. Il y a beaucoup trop de raisons. Alors, je vais essayer d'être efficace. Première raison, c'est mon copain, enfin mon mari. Oh, Élisée est mariée. Non, Élisée n'est pas mariée, mais son interprète l'est. Mon mari qui a trouvé ce nom. Directement, on a eu un fou rire de ouf et on s'est dit, ok, c'est ça, c'est sûr. Élisée Moon, plusieurs raisons. Bien sûr, pour la blague, l'homophonie avec Ellie, c'est Moon. Moi, ça, je l'avais pas eu tout de suite. C'est d'autant plus drôle. Ouais. Élisée Moon, parce qu'en fait, quand j'étais ado, on me disait beaucoup que je lui ressemblais physiquement. Et par la suite, j'ai appris que sa mère était née à Tlemcen en Algérie, comme mon père qui est né à Tlemcen en Algérie. C'est une famille de juifs algériens, comme ma famille paternelle, donc ça faisait un lien aussi dans ce sens. Ensuite, ça m'amusait aussi, même si je suis une chanteuse... une drag queen chanteuse d'opéra, d'avoir une référence plutôt de culture populaire, quelqu'un qui s'est fait connaître aussi par le travestissement, parce que Élisée Moon s'est beaucoup travesti dans ses petites annonces, entre Avec autres. Franck Dubosc, Ouais, exactement. ouais. Donc ça En m'amusait. Micheline. Exactement, ça m'amusait d'avoir cette référence-là. Et ensuite, il y a des raisons pour Élysée et pour Moon. Élysée, c'est parce que c'est une référence bien sûr au palais de l'Élysée, parce que le drag, c'est politique. J'en profite de dire que le drag, c'est politique, il ne suffit pas de le dire. Ensuite, Élysée, c'est aussi une référence aux Champs-Élysées, hein, donc l'Antiquité grecque, la mythologie grecque, et donc le côté culture entre grandes guillemets. Ensuite, Moon, c'est parce que la lune, c'est le rêve, c'est aussi le personnage de Pierrot, qui est un personnage très doux et très rêveur auquel je me suis beaucoup identifié. Et la lune, dernière raison, c'est parce que mon autre grand-père, donc du côté de ma mère,
C'était un grand physicien et il a reçu un des tout premiers morceaux de lune, échantillon de lune à étudier dans son laboratoire au CNRS. Et c'est une histoire qui m'a toujours fait rêver. Je comprends. Donc voilà, j'ai fait un mélange de toutes ces histoires, de toutes les choses qui sont venues de moi. Et finalement, un peu globalement, si on veut résumer le sens de ce nom, c'est mettre beaucoup de moi et aussi voir ce qui vient de ce qu'on m'a transmis. C'est quoi l'opéra? Je te remercie beaucoup, Mia, de m'avoir posé cette question, parce qu'en plus, je pense que certains adultes ne le savent pas non plus, donc c'est une question tout à fait intéressante. L'opéra, c'est, je dirais, deux choses. C'est une technique vocale, ce qu'on appelle le chant lyrique, donc c'est une façon de chanter qui a comme but principal de pouvoir chanter fort et être entendu et avoir un beau son sans micro, parce que c'est une technique qui précède depuis plusieurs siècles l'avènement du micro. Donc chanter dans des grandes salles sans micro, et même quand on a un orchestre complet qui joue en même temps que nous. Donc ça, c'est la raison de la technique du chant lyrique qu'on emploie dans l'opéra. Et l'opéra, sinon, si on veut résumer beaucoup, c'est une pièce de théâtre qui est chantée. Quelle est ta chanson préférée? Là, je dis une, mais juste parce que c'est celle qui me vient, mais c'est sans doute même pas ma préférée, mais ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais en tout cas, une chanson de Barbara, c'est sûr et certain. Très bien. Pourquoi Barbara? Qu'est-ce qui te touche en Barbara? Parce que Barbara, pour moi, c'est la Maria Callas de la chanson. Il y a quelque chose de la tragédie absolue et de l'expressivité profonde. Et puis, c'est à la fois une très grande musicienne, une très grande poétesse, une très grande interprète. Enfin, c'est très rare d'avoir autant de qualité, de richesse chez un artiste. Et vraiment, je l'admire énormément. Et puis, elle a fait tellement de chansons magnifiques. Moi, je pleure en écoutant toutes les chansons de Barbara. Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes ces questions. Merci. Gros bisous. À la prochaine fois. Au revoir et merci beaucoup à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. On l'adore. Avant les pertinentes questions de Mia, on allait arriver à Élise Moon. Déjà, première chose, comment tu as découvert le drag? Un peu comme presque tout le monde par Drag Race, donc l'émission, qui est un concours. Attends. Ah oui, merde. Il y a une alarme alarmante. Élise Moon vous chante les meilleures sirènes de Paris. On l'appelle la sirène de Paris d'ailleurs. C'est son surnom, c'est comme ça que vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Comment tu as découvert le drag? Alors, sans doute un peu comme la très grande majorité des drag queens de ma génération et des plus jeunes, par Drag Race, la version américaine de ce concours télévisé de drag queen. Donc, en regardant vraiment beaucoup d'épisodes, directement, vraiment, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui me passionne dans ça. Et je me suis pas tout de suite dit que j'allais en faire, mais par contre, j'avais un intérêt qui était, c'était louche à quel point ça m'intéressait, quoi. J'ai retrouvé quelque chose et ça me plaisait beaucoup et je ressentais très fort le côté empowerment du drag, c'est-à-dire je me sentais comme renforcé rien qu'en regardant ces drag queens dans cette émission. Ensuite, j'ai assisté à des drag shows à Paris, surtout à Paris, mais un peu à Lille aussi, bien sûr. Et ensuite, je me suis lancé. T'as vu qui en drag show à Paris? Alors, j'essaie de me souvenir parce que c'est un peu flou dans la chronologie exacte, mais les premiers drag shows où je suis allé, il y avait la Habibi à la Flèche d'Or, donc j'avais la Habibi, il y avait Minuit du Vinyle, il y avait Sarah Forever, il y avait probablement aussi Loulou de Cacharel. Je me souviens d'être allé à la boîte à bijoux de Ruby on the Nail. J'ai adoré ce personnage, elle est incroyable, elle est très drôle. J'avais vu Tuna aussi, Tuna Mess, que j'adore. Et sinon, Ouna et Lula Strega, qui sont aussi deux dragues parisiennes ultra douées. Et alors, comment tu t'es jeté dans le grand bain? Ça s'est fait en
deux temps, on va dire. Premier temps, j'ai demandé à une drague dont j'adorais le travail, Ouna, avec qui on avait échangé déjà sur Insta, de me mettre en drague une première fois, et on avait fait les choses bien. Elle avait été ultra sympa, c'est-à-dire que on avait vraiment fait genre cahier des charges, quels sont les trucs que tu veux avoir dans ton personnage drague, à quoi tu veux ressembler plus ou moins. Donc je lui avais dit grossièrement des trucs dont la plupart se retrouvent encore finalement dans mon maquillage, même s'il a évolué. Et donc elle m'avait maquillée, on avait pris le temps, j'avais été ultra bonne élève, genre j'avais tout noté, toutes les étapes. Et en vrai, il y a beaucoup, pour les gens qui se maquillent pas ou qui font pas de drague, il y a plein d'étapes. Quand tu te mets à noter chacune des étapes, c'est hallucinant. Je me suis dit, genre, je n'y arriverai jamais. Il y a beaucoup trop de trucs, bref. Et en 2 mots, si tu devais décrire Ouna et le drag d'Ouna, et pourquoi tu t'es adressé à elle? Elle le décrirait beaucoup mieux elle-même, mais moi, c'était... c'est un drag qui est très graphique. Je crois d'ailleurs qu'elle est graphiste out of drag. Et un art qui est très pensé visuellement. Et on voit qu'elle a une réflexion esthétique poussée. Et du coup, je crois que c'est pour ça que je lui ai parlé. Et par ailleurs, parce qu'elle est ultra sympa. La dernière fois que j'ai vu, c'était à La Péniche, chez Loulou, oui. où elle a fait une perf sur le rire, où c'est 3 minutes avec des rires complètement barrés. Enfin bref. Et les portes de la Quinterview te sont ouvertes. Ah, mais on l'adore. Et non, et justement, oui, je l'ai aussi contacté parce que justement, il y avait une étrangeté, une bizarrerie. Parce que moi, dès le tout début de mon drag, il était hors de question de juste entre guillemets, me déguiser en femme, quoi. C'était pas je voulais une figure plutôt féminine, même si je reste assez androgyne souvent, mais plutôt féminine, mais qu'on sache que c'est un personnage. Et l'idée, créature. Ouais, plutôt créature, pas créature dans le sens, c'est une créature humaine quand même. C'est une créature humaine, plutôt féminine, mais ça n'est pas une femme. C'est un personnage. Vraiment, c'est un personnage, et c'est même un personnage qui sait qu'il est un personnage. Et alors, qu'est-ce que tes recherches t'ont apporté et ont apporté à Élisée? Et Élisée, elle ressemble à quoi? Les recherches de maquillage, tu veux dire? Ouais. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes entre ce premier maquillage avec Ouna et la première fois que je suis sorti en drague, maquillé par moi-même. Cette première fois, c'était à la Pride de Paris en juin 2022. Déjà, dès le début, il était question pour moi que l'élément central et le plus reconnaissable, la marque de fabrique un peu de mon maquillage, serait la forme de mes sourcils. Mais je savais pas très bien comment faire. Dès le début, j'avais dit à Ouna, mais finalement on n'avait pas gardé ça au tout premier essai, que je voulais que les sourcils soient asymétriques, parce que mes propres sourcils out of drag le sont, et que ça m'amusait à la fois de montrer un des, entre guillemets, j'arrête pas de dire entre guillemets, vous aurez remarqué, entre guillemets, défaut de mon visage out of drag, de le mettre encore plus visible dans mon visage in drag. Et donc, finalement, j'ai beaucoup réfléchi comment je vais faire pour avoir des sourcils asymétriques, parce que le problème principal, c'était de ne pas avoir deux yeux qui racontent une histoire différente. C'est-à-dire un œil étonné et un œil énervé, par exemple. Parce que la forme du sourcil, son inclinaison, crée des expressions très différentes. Il fallait trouver une sorte de cohérence. Et c'est à ce moment-là que, après avoir pris un verre, alors que je prenais un verre justement avec Ellipse, parce que je l'invitais juste après à assister à une représentation à l'Opéra Comique, on a pris un verre, je lui ai raconté cette histoire de je suis en train de commencer le drag, mais j'ai un problème avec mes sourcils, help. Et du coup, elle a eu l'intelligence de me dire il suffit qu'il commence au même point et qu'ils aillent vers le même point, mais entre-temps, il y en a un qui peut faire un zigzag et l'autre aller droit. Du coup, la cohérence d'expression ne sera pas perdue. Et donc, j'ai toujours le papier sur lequel elle a dessiné la forme des sourcils, qui est plus ou moins celle que j'ai fini par garder dans le mug d'Élisée. Aujourd'hui, Élisée, c'est quel personnage et qu'est-ce qu'elle revendique? Élisée, je pense qu'elle me permet de
travailler, entre guillemets, sur 3 axes différents. L'ambiguïté de genre, parce que pour moi, c'est une figure féminine, mais elle peut avoir absolument le torse poilu, elle peut avoir un certain degré d'ambiguïté de genre, voilà. Travailler aussi sur les frontières entre ce qui est considéré comme la culture légitime, la culture populaire ou les subcultures, en amenant le drag dans les opéras, comme j'ai pu le faire au Théâtre du Châtelet et à l'Opéra Comique, mais aussi en amenant l'opéra, la musique dite classique, dans les drag shows, les cabarets, les bars. Ça, pour moi, c'est très important parce que ça permet de montrer à quel point, en fait, les frontières qu'on met sont sociales mais pas réelles. C'est-à-dire on a construit que tel type de pratique artistique était plus valorisable ou méritait plus d'être valorisé. Mais en fait, toute pratique artistique peut être bien faite et mal faite. Et ça devrait être plutôt ça la question. Et le 3e point que moi j'aime beaucoup travailler avec Élisée, c'est la frontière entre la fiction et la réalité. Je disais qu'Élisée, c'était un personnage qui sait qu'elle est un personnage. J'aime bien imaginer Élisée jouer un autre personnage. Ou ce que j'adore, en fait, moi, dans le drag, et qui n'existe pas trop dans les autres formes d'expression artistique, c'est qu'on est dans un flou entre la réalité et la fiction. On est un personnage, mais on peut nous parler dans un bar. Donc une personne qui assiste au show peut venir nous parler, donc il parle à un personnage de fiction. Il peut envoyer un message sur Insta à un personnage de fiction. Et en fait, ça, on ne peut pas le faire au théâtre. On ne va pas aller parler à Phèdre. On va aller parler peut-être à la sortie des artistes à la comédienne, la tragédienne qui a joué Phèdre. Et donc, on voit en quoi c'est une spécificité du drag. Il y a peut-être d'autres formes artistiques où c'est possible et qui ne me viennent pas en tête, mais où vraiment un personnage peut interagir avec une personne. Et ça me passionne. Qu'est-ce que le drag, qu'est-ce que la découverte du drag a changé en toi ? Alors, ça a changé beaucoup de choses, à la fois personnellement et professionnellement. Personnellement, je crois que ça m'a permis de me sentir beaucoup plus libre dans mon expression de genre, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de m'exprimer. Vraiment une sorte de liberté, de confiance même. Et professionnellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis de me libérer de certaines contraintes que j'avais auparavant. Donc on a parlé au début de cette interview de mes visites chantées, qui est un exercice que j'adore faire. Vraiment, j'adore, parce que ça me fait chanter dans des lieux incroyables et des morceaux géniaux. Mais c'est un exercice qui est extrêmement contraint. C'est-à-dire, je dois choisir des morceaux parce qu'ils sont pertinents par rapport au parcours, pas parce que je rêve depuis toujours de les chanter. Et je peux pas choisir de les chanter habillés comme ça ou comme ça et de telle façon et non. Et le drag, c'est tellement libre. Il y a des codes aussi, comme dans toute pratique artistique, il y a des codes, mais c'est beaucoup plus libre. Et j'ai retrouvé, grâce au drag, une vraie liberté artistique. Je peux vraiment, si j'ai envie de chanter tel morceau, que ce soit de l'opéra, de la chanson, quelle que soit justement la légitimité, entre guillemets, de cette chanson, même si ça peut paraître cucu, cheap ou je sais pas quoi, et que si vraiment, dans le fond, je rêve de chanter ce morceau, je le fais en perf. Et je peux réfléchir aux aspects visuels liés à cette performance parce que je fais pas que chanter. Bref, il y a une grande liberté, une grande richesse de possibles dans cette pratique que je n'avais pas seulement dans mes visites chantées ou même seulement dans ma vie de ténor, quoi. C'est la zone la plus libre et donc une zone très enthousiasmante pour moi, mais qui m'a permis aussi de retrouver une forme de confiance et de liberté dans le reste de mes activités professionnelles. C'est-à-dire que je suis de plus en plus à l'aise, même dans mes visites chantées, même quand ces visites chantées, je les fais pas en drague. Il y a quelque chose de la confiance... qui se diffuse partout. Ouais, un peu. Bon, oui, si, je crois. Tu te sens plus assuré. Ouais, bon, oui, je dis ça en même temps... Non, mais... Je doute souvent de plein de choses, mais oui, globalement, oui, on va dire ça. Bah, je sais pas. Si, c'est vrai. Parce que quand je te demande ça, c'est plus confiance. Une confiance, rarement on a la jauge à 100. Oui, voilà. Vois. Non, et d'ailleurs, les gens qui ont la jauge à 100, peut-être qu'il faut les fuir. Exactement.
Mélanger opéra, drague, c'est accepté? Très intéressant. Alors, ça passe et ça passe pas. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'opéra, depuis même les tout premiers opéras au tournant du XVIIe siècle, il y a eu toujours des rôles travestis. C'est-à-dire des femmes qui jouaient des rôles d'hommes, des hommes qui jouaient des rôles de femmes. Certains de ces rôles étaient tenus par des castrats, mais pas tous. En tout cas, il y avait vraiment des jeux aussi, parfois dans les livrets, dans les histoires, d'ambiguïté sur le genre de tel ou tel personnage. Bref, ces questions de genre et ce flou justement sur le genre existent dans l'opéra depuis la naissance de l'opéra. Comme exemple, un des exemples les plus célèbres de travestissement dans l'histoire de l'opéra, c'est le personnage de Chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart, donc un opéra de la fin du XVIIIe siècle, donc c'est il y a très longtemps, et c'est un des opéras les plus célèbres de l'histoire de l'opéra. Et c'est un rôle de jeune homme qui est interprété par une femme, une voix de mezzo-soprano. Et donc, le public traditionnel de l'opéra va applaudir et trouver ça totalement normal et heureusement qu'une femme joue ce rôle de jeune homme, alors que ce même public, parfois, pourrait juger absolument choquant, voire, je sais pas, pervers, je sais pas quels seraient leurs adjectifs, de voir des drag queens. Et donc, alors qu'il s'agit dans les deux cas, de pratiques artistiques qui utilisent comme outil le travestissement. Et comme outil commun aussi, très fréquemment, la musique. Et l'idée de personnage. Bref. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui colle pas. Et ça prouve bien qu'il n'est pas seulement question ici de critique du travestissement ou non, mais aussi de quel type de culture est considéré comme légitime et valorisé. Donc on voit bien que le travestissement en tant que tel peut être accepté quand c'est dans le cadre d'une pratique culturelle valorisée comme l'opéra. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui il y a des barrières, il y a des choses qui bougent un peu et que l'opéra évolue? Oui, absolument. Alors déjà, le fait que j'ai pu faire 2 fois du drag à l'opéra comique, à ma connaissance, il y a peut-être des exemples antérieurs, à ma connaissance, j'étais peut-être même la toute première drag employée par une maison d'opéra en France pour faire un show. Donc ça, c'était incroyable, c'était une très grande fierté, un très beau moment pour moi. Je l'ai fait 2 fois. Au Théâtre du Châtelet aussi, j'étais maîtresse de cérémonie d'une cérémonie de remise de prix dans le domaine du spectacle vivant qui s'appelait les éloges, pardon. Et donc c'était incroyable comme cadre et comme contexte, c'était très très valorisant. J'étais super contente. Donc je vois que les choses bougent, je commence à avoir des propositions d'institutions muséales pour peut-être faire des visites chantées qui intègrent le drag. Pour l'instant, je peux pas trop en dire plus, mais je vois que ça commence lentement, mais ça commence à bouger. Dès que les gens comprennent en fait qu'il y a une vraie pertinence à employer le drag dans certains cadres patrimoniaux ou parce que la question de la représentation dans un musée, c'est hyper important. La question du personnage, c'est hyper important. La question des codes qui varient en fonction des époques, c'est hyper important quand on est dans un lieu patrimonial pour mieux comprendre que les choses ne ressemblent pas à notre époque. Bon, bref, il y a beaucoup de liens très pertinents à tisser. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une question que j'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie de partager sur toi? J'ai pas parlé des personnes qui me soutiennent le plus dans mon drag, et pour moi c'est assez important parce que le drag c'est quand même difficile, c'est fatigant, c'est cher, c'est contraignant, et je pense que si j'étais pas aussi bien entouré, j'en serais certainement pas là, surtout que j'ai eu la chance de progresser dans mon drag assez vite. Parmi les personnes justement qui ont joué un rôle hyper important pour moi et pour me soutenir dans mon drag, il y a ma grande amie drag lilloise qui s'appelle Sainte Paola. On a commencé à peu près au même moment et si on n'avait pas fait du drag ensemble, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui dans notre drag, et vraiment c'est hyper important d'avoir cette solidarité là.
parce qu'on a plein de doutes quand on fait du drag et au moins pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, c'est important. Et ensuite, en fait, ma famille, je dis vraiment pas que ça a toujours été simple, mais aujourd'hui, on est à une place où je suis hyper soutenu par ma famille dans le drag. Mon père m'a cousu plusieurs tenues. Aujourd'hui encore, il me faisait essayer une nouvelle tenue. Il m'a coiffé certaines perruques. Mon copain me soutient à fond. Enfin, mon mari, excusez-moi. Mes grands-parents sont à fond. Mon grand-père de, quel âge il a maintenant, 92 ans, il like sur Twitter, X quoi, tous mes posts où il est question de drague et tout, et il dit que, genre, je sais plus, il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire, dans son message, il disait tu nous rends fiers, voilà. Donc ils sont trop mignons. Ah, mais beaucoup trop mignons. La famille Moon. Non, mais ils sont trop mignons. J'ai beaucoup de chance. Eh ben, vous êtes vernis. Ouais, enfin, je sais pas, genre, même des trucs tout bêtes, mais genre, l'autre jour, je suis revenu d'un drag show épuisé, et ma mère m'a proposé de nettoyer mes pinceaux. C'est le truc le plus mignon du monde. Vous voyez ou pas? Parce que cette flemme de nettoyer ses pinceaux, ou de ne pas les nettoyer, mais de les nettoyer dans 1000 ans, et du coup, mauvaise idée aussi, et ben ça, moi, je trouve ça ultra mignon. Et je sais que c'est rare, et je suis très content. Avant de nous quitter, est-ce que tu as des recommandations culture? Mais oui, j'ai même fait une liste parce que je suis une personne organisée. Des professionnels. On vous le dit, mais oui. Voilà. Alors... Ah, on n'a pas parlé d'escalade. On s'en fout. La recommandation, faites de l'escalade. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Recommandation. Oui. J'ai un peu classé en type de... On n'en peut plus de moi. Je m'en sors. Non, mais c'est pas de toi, c'est que je m'en sors plus de ce concept. Les gens sont trop à fond et en fait, j'adore chaque fois. Théâtre, comme je suis une drag queen lilloise, je vous invite, que vous soyez lillois, lilloise ou pas, à découvrir la programmation du Théâtre du Nord à Lille, qui est hyper queer, hyper engagée, et toujours trop bien. Je les adore. En plus, j'ai eu la chance de faire participer à leur soirée de lancement de saison en drague, et c'était trop cool. Et vraiment, allez voir leurs spectacles, ils sont trop cool. Théâtre, lisez du théâtre aussi. Moi, c'est mon grand kiff dans la vie. Je sais pas pourquoi, ça fait partie des choses que j'aime lire. C'est lire le théâtre. Une pièce qu'on recommande? Oui, le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, qui est genre mon auteur dramatique préféré de loin, ou Piste de Penda Diouf. Penda Diouf, c'est une de mes grandes amies qui est autrice de théâtre, qui fait des choses magnifiques, et je crois que sa pièce préférée, enfin pour moi la pièce que je préfère d'elle, c'est Piste au pluriel. Petite reco musique. Oh lolo. Bon, en vrai, je pourrais vous dire beaucoup trop de trucs, mais donc je vais simplifier. Non, mais choisir, c'est renoncer. Arrête. Bah, tu vois ce que je fais dans ma vie. Je n'ai pas renoncé. Je fais 1000 choses en même temps. Voilà. On en est là. Tu vois, on en est à la fin de l'interview et tu comprends mes problèmes. Oui. Après, c'est moi qui la monte. Donc, choisir, c'est renoncer. Ah oui, c'est toi qui couperas au pire. Ouais. J'enregistre. Je fais un supplément. Non. Alors, et côté musique, chère Élisée, que nous proposez-vous cette semaine? Alors, côté musique, je vous propose réécouter toutes les chansons de Barbra Streisand, parce que c'est génial. Genre, au moins dans Funny Girl et dans Hello Dolly, il y a des tubes absolus. Et je sais que plein de drag queens l'adorent aussi. On en parle avec Ruby on the Nail, qui est absolument fan de Barbra Streisand, et vraiment, il y a des chansons de ouf. Spectacle, comme on est ici au Théâtre du Châtelet, franchement, j'ai trop hâte d'être à partir de, je crois que c'est le 22 novembre, ils vont faire Les Misérables, la comédie musicale. J'ai le plus hâte du monde. Donc ça, voilà. Et j'avais peut-être une dernière suggestion. Des films genre Les Enfants du Paradis, de Carnet et Prévert. Mon film préféré parce que c'est sublime, tout est beau, les paroles, les textes, les images, bref. Talon aiguille d'Almodovar parce que c'est un must-see absolu. Et peut-être un peu moins connu, A Star Is Born, la version de 1954 avec Judy Garland, qui est hallucinante. Fan, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces recommandations.
Et écouter du Francis Poulenc aussi. Faut s'arrêter. J'arrive pas, il y a un micro devant moi. Eh ben, il est plus là. Hop, il y a que moi qui parle. C'est la fin de cette émission, Élisée. Oh non. Est-ce que ça t'a plu? Ah mais grave. Est-ce que tu recommandes? Grave. Le plus à la fois en tant qu'interviewé et en tant qu'auditeur, auditrice. Eh bien, c'était un plaisir pour moi aussi. Et donc, merci Élisée Moon et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Et merci aussi au Théâtre du Châtelet et à ces putains d'alarmes de Sanofi. Merci Élisée Moon et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Merci au Théâtre du Châtelet de nous avoir accueillis aujourd'hui dans le Salon Gréco. En attendant le prochain épisode, si vous avez aimé, likez le podcast, abonnez-vous. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye. Au revoir. Adieu.